la France pour nous rejoindre aujourd'hui et demain, voire encore après-demain. On est ravis d'être accueillis aujourd'hui par Paula dans le cadre de ces rencontres qu'on a co-organisées avec le réseau AS, qui se représente ici des Belges. C'est vraiment un bel endroit pour organiser ces rencontres et les deux tables rondes. D'ailleurs, merci encore à la Fabrique Poula pour l'organisation de la table ronde de cet après-midi qui va être formidable. J'espère que vous restez tous ici. Et donc ce matin, nous nous retrouvons et je vais aussi passer la parole à Blaise pour cette première table ronde ici. Et depuis que la FRAP c'est donc une fédération d'associations d'artistes qui, depuis sa création en 2001, enfin depuis 2003, organise des rencontres nationales tous les ans dans une région différente, organisées alors, pendant quasi les 20 premières années avec une association membre, et cette année comme aussi une fois à Tours avec un réseau territorial et régional, puisque ça met quand même bien en valeur tous les travaux qu'on mène ensemble dans différents territoires d'intervention, national pour la FRAP et régional pour le réseau AST. C'est vraiment très bien d'être ici aujourd'hui. On n'avait encore jamais fait de rencontre à Bordeaux. On était allé à Limoges en 2016. Nous voici à Bordeaux cette année. Et donc encore merci, grand merci à la Fabrique Poula. Avant de commencer la table ronde, je te laisse la parole. Ah non, pardon. Aussi, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible que vous éteigniez vos téléphones pendant les tables rondes non seulement pour la table ronde elle-même, mais pour les personnes qui pourraient être sensibles aux ondes que déploient les téléphones. Donc, merci beaucoup d'avance si vous pouvez dans le téléphone pour cette table ronde. Bonjour tout le monde. Je commence par ma casquette Paula pour vous souhaiter la bienvenue dans la Fabrique et vous dire très rapidement que la Fabrique est un lieu qui rassemble au quotidien une centaine de travailleurs qui sont non seulement des artistes mais pas que. Puisque vous pourrez faire un petit tour, on fera sûrement d'ailleurs une visite du bâtiment à un moment de la journée, pour ceux qui sont intéressés, curieux de découvrir les différents espaces. On a évidemment des ateliers de production, de gravure, de sérigraphie, toute une chaîne de production pour les artistes du territoire, mais on a aussi tout un tas d'autres acteurs qui sont des acteurs un peu à la lisière de nos propres pratiques, de celles des arts visuels, que sont les architectes, les urbanistes, mais aussi les éditeurs de bande dessinée, le pôle culture et santé, qui fait le lien avec le milieu hospitalier et les équipes de la région, des juristes. Et l'idée principale de ce lieu, c'est de défendre un écosystème dans lequel les artistes peuvent déployer l'ensemble de leurs compétences avec une certaine agilité pour assumer un projet collectif et un projet économique surtout qui leur soit propre et non pas subir des métiers et une économie qui ne souhaiterait pas développer. Donc on a un lieu de coopération un peu permanent. Le rôle de l'équipe d'appui, c'est de générer de la coopération pour tous ces acteurs, donc une ingénierie. Et c'est peut-être aujourd'hui ce qui fait notre singularité dans le paysage français, c'est cette volonté à un moment d'être traversant et de défendre l'idée que l'artiste a un rôle à jouer à tous les endroits de transformation de la cité. Transformation urbaine, architecturale, mais aussi sociale, d'éducation, de solidarité, tous ces enjeux-là. Donc on a un lieu d'interaction un peu permanent, donc vous verrez des gens qui passent à droite à gauche, ces bancs publics, cet atrium sont un lieu ouvert et c'est volontaire, on aime bien que les habitants de Paula puissent entendre ce qu'il dit et que vous puissiez en parler d'autres. Donc n'hésitez pas à être curieux et à aller à la rencontre des différents habitants. Je prends la casquette AST, parce que je suis aussi la Fabrique Paula est membre du réseau AST. Peut-être pour vous dire que dans les échanges qui ont eu lieu avec la FRAP ces derniers temps, plusieurs gros enjeux ont été travaillés ensemble. Vous le savez, on a la chance en Nouvelle-Aquitaine de bénéficier d'un contrat de filière des arts visuels, qui a été le résultat d'un saut d'avis il y a maintenant quelques années. Premier contrat de filière en France, donc avec, ça veut dire des moyens, une structuration, une concertation avec les politiques publiques. Et dans le cadre du dernier contrat, le renouvellement de ce contrat qui a été signé l'année dernière, plusieurs enjeux ont été pointés. Évidemment, il y avait la question de la rémunération artistique. Vous savez qu'on a mis en place une calculette en ligne de la rémunération artistique. Cécile pourra vous donner quelques éléments chiffrés, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point elle est devenue un outil bien au-delà de notre région. Et on a un autre dossier qui est extrêmement important à nos yeux, et pour lequel d'ailleurs on travaille avec l'équipe de la FRAP, c'est la question de la ressource professionnelle. Donc on a un groupe de ressources qui essaie de structurer à l'échelle d'un territoire qui est un territoire vaste, parce que la Nouvelle-Aquitaine c'est quand même très grand, une
une complémentarité des compétences, des implantations sur les territoires, une vraie logique d'aménagement du territoire quant à la ressource professionnelle. Comment un artiste peut trouver à proximité un acteur qui puisse soit l'aider, soit l'accompagner, ou en tout cas l'orienter vers la ressource qui lui serait nécessaire pour développer son activité professionnelle. Donc évidemment, toutes ces questions, elles nous traversent tous, et elles traversent aussi les politiques publiques. C'est pour ça que le sujet de ce matin, évidemment, abordera sûrement entre ces questions-là. Voilà, je te passe la parole. Juste pardon, la parole rapidement, parce que j'ai eu des questions de certaines personnes en rentrant. Donc on est bien sur la thématique des 2 jours de rencontre. La table ronde de ce matin, la table ronde de cet après-midi, demain matin, demain après-midi. Ce matin, c'est bien le lien entre les associations, les collectifs, les associations d'artistes, les artistes et les collectivités. C'est bien le sens de la table ronde de ce matin qui va aller dans le sens de ce que vous expliquez, notamment sur les suites de ce saut d'avis ici et d'autres choses qui peuvent se passer dans les liens entre notre secteur et les collectivités. On y reviendra, mais rapidement, et peut-être je reprendrai la parole tout à l'heure, juste pour ceux qui s'étonneraient de l'absence de Catherine Minos, malheureusement elle est blessée, donc elle est absente. Ça s'est évidemment passé au dernier moment, c'est pas des choses qu'on prévoit, donc bien malheureusement, la table ronde est un petit peu amputée. Catherine n'est pas amputée. Et donc voilà, on va pouvoir essayer de faire quand même le lien avec notre guide. Je reprendrai la parole sur le sujet tout à l'heure, mais juste pour excuser malheureusement l'absence de Catherine ce matin que je n'ai pas compté. À toi, Cécile. Merci, bonjour à toutes et tous. D'être avec vous ce matin. Donc cette première table ronde, donc finalement le sujet était déjà abordé finalement dans cette introduction. Donc art visuel et collectivités territoriales, travailler ensemble de l'objectif de coopération au moyen de sa mise en œuvre. Ce qu'on vous propose, peut-être déjà, on va se présenter chacune pour comprendre aussi pourquoi on est là. L'idée également, c'est évidemment de pouvoir partager avec vous. C'est pas de faire un monologue. On va partir de nos histoires et de là nous on est, mais évidemment c'est un échange avec vous. Je reprendrai peut-être simplement pour qu'on parte sur des bases d'informations communes. Je reprendrai quelques mots sur qu'est-ce que c'est les sauts d'avis, qu'est-ce que c'est les contrats de filière, voilà, pour qu'on ait cette base commune d'information. Et puis voilà, on a évidemment préparé ensemble cette table ronde, donc aussi avec Catherine, donc peut-être parfois on pourra relater aussi des choses qui ont pu être posées par Catherine dans ce temps de préparation. Voilà, et on a identifié un peu des questions qu'on a envie de partager avec vous. Donc le but du jeu est que vous puissiez participer, donc n'hésitez pas à le faire savoir, on passera un micro. Ah ben, bienvenue. Ah oui, comme tu veux, mais ce n'est pas un problème. Hélène, je te laisse te présenter. Bonjour, c'est bon, ça fonctionne. Hélène Fribourg, directrice culture au département de la Gironde. Comme tu veux, peut-être si tu veux commencer à poser. Ok, pourquoi je suis là? Ok. Ouais, donc, département de la Gironde qui a voté fin 2021 pour le vote du budget prévisionnel 22 une politique artiste-auteur. Une politique artiste-auteur qui provient, qui est presque un bébé du saut d'avis en fait, parce que on a notre conseillère notamment sur les arts visuels qui a suivi toute la démarche. Moi-même, je l'avais suivi à un autre endroit en partie. Depuis un autre endroit. Donc on était sensibilisés à cette problématique des artistes-auteurs. Et puis, je dirais, ce qui nous a aussi un peu boosté sur le sujet, c'est le rapport Racine qui a fini de nous convaincre et de nous donner aussi des éléments de conviction supplémentaires pour convaincre nos élus de voter cette feuille de route que je vous présenterai tout à l'heure. Bonjour pour cette invitation. Venant de la Frappe, je suis Fabiana de Moraes et je suis ici en tant que chargée de projet
art visuel et patrimoine pour Amiens Métropole. Une métropole peut-être l'une des seules de France, sinon la seule, qui a mené tout un travail de concertation pendant l'année 2021, sortant de Covid, très inspiré des Sodavi, au sein de son territoire et auprès justement des acteurs actrices du secteur des arts visuels. Une métropole qui s'est toujours montrée volontariste envers ce secteur, qui a réuni des éléments de contexte et des personnes surtout, parce que ça tient à des personnes surtout, des personnes pouvant mettre en place ce cadre de concertation et convier les professionnels du territoire à lister toutes les préconisations et propositions pour que ce secteur puisse mieux s'installer, déjà mieux s'implanter parce qu'il n'y en avait pas, et par la suite se développer. On aura l'occasion d'échanger. Et donc, je suis Cécile Villiers, j'ai le poste de direction pour le réseau Astre. Du coup, quelques mots en creux. Du coup, je vais parler de Astre dans cette introduction aussi. Rapidement, donc cette histoire de Sodavi là qui vient d'être citée. Au cas où ce ne soit pas clair dans la tête de tout le monde, rappeler que cette démarche, elle est donc été initiée en fait par le ministère de la Culture. Dans la suite, en fait, d'autres démarches de concertation dans d'autres secteurs culturels, donc les Solima dans les musiques actuelles. Il y a les Sodarep qui ne s'appelaient pas exactement Sodarep, en fait, pour les arts de la rue, etc. Donc en 2015, en fait, le ministère propose que soit développée cette même démarche de concertation. Donc Sodavi, ça veut dire schéma d'orientation pour le développement des arts visuels. Non, visuel, oui, c'est ça. Donc, en fait, en 2015, le réseau qui est un des 3 réseaux qui préexistait à Astre, donc le réseau 525 qui était en Limousin, reçoit en fait une demande du ministère en nous demandant vous ne feriez pas un Sodavi ? Oui, d'accord. En fait, la réponse assez rapide du conseil d'administration de ce réseau était de dire formidable, mais en fait, on est dans une région qui va disparaître, donc c'était la région Limousin. On va fusionner avec 2 autres régions qui sont le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Donc, ils se sont rapprochés des professionnels dans ces 2 autres territoires. En parallèle, des liens se sont mis en œuvre aussi entre la région et la DRAC, donc sur l'idée de porter ensemble cette première concertation vers les acteurs des arts visuels, donc qui a démarré en novembre 2016. Donc les réunions publiques. Donc l'idée de ces Sodavi, c'est vraiment simplement effectivement des concertations, c'est-à-dire réunir des professionnels de ce secteur pour parler ensemble et de manière partagée et horizontale et sans distinguer qui dans l'écosystème, de vraiment parler ensemble des pratiques professionnelles. Ce qui était, en tout cas du coup moi j'ai vécu cette concertation ici, ce qui était très nouveau, c'était cette idée qu'on peut parler ensemble et de nos pratiques professionnelles, c'est-à-dire pas simplement de se retrouver autour d'un projet artistique, mais globalement, qu'est-ce que ça entraîne d'un point de vue économique, social, environnemental, en fait tout ce qu'on veut sur les territoires, etc. Voilà, de pouvoir vraiment déplier ces sujets-là. Plus globalement, à partir de 2017, vous venez aussi un peu de différents coins de la France, donc j'imagine que certains d'entre vous ont aussi vécu des Sodavi ici et ailleurs. Globalement, pour faire en cours, à peu près toutes les régions en France et dans les territoires ultramarins ont quasiment toutes aujourd'hui porté à un moment un Sodavi, alors qui ont pris des formes très différentes, ce qui semble en tout cas intéressant parce que finalement
ces démarches de concertation se sont faites suivant les réalités, en fait. Alors, des réalités qui peuvent être partenariales, des réalités aussi de moyens qui étaient attribués aussi donc, souvent, ce sont des réseaux territoriaux comme Astre qui ont porté ces SODAVI, avec une forme aussi par le département de la Seine-Saint-Denis, où du coup la frappe était associée, mais en fait c'était vraiment signataire, mais vraiment porté par le département et la DRAC Île-de-France. Voilà. Pour vous citer un autre exemple, le SODAVI en 2017 du Pays de la Loire, donc porté par le pôle art visuel, était orienté sur une thématique liée à la formation initiale et continue. Donc ils ont fait un choix d'aller sur une entrée très spécifique. Et par exemple, parce que c'est quand même notoire, même si malheureusement, celui de la Seine-Saint-Denis était grosso modo quand même axé sur les collectifs d'artistes, oui. Et les lieux de production, oui. Et l'enjeu du foncier en Seine-Saint-Denis. On sait qu'il y a quand même énormément de collectifs d'artistes en Seine-Saint-Denis et sur cet enjeu-là, donc c'est quand même suffisamment rare pour être noté dans des rencontres frappes. Voilà, bon, Centre Val de Loire, je sais que Carmen va nous rejoindre, mais je pense qu'elle n'est pas arrivée encore. Comment ? Elle a ses rencontres aussi, oui. En tout cas, voilà, bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui nous intéresse aussi, il y en a eu beaucoup de formes adaptées à la réalité aussi, voilà, de chacun de ces territoires. Ce qui est aussi intéressant, c'est comment derrière de ces temps de concertation, ce que puis tu nous parleras un peu plus longtemps justement d'une concertation hors SODAVI, pas labellisée, mais qui le principe est exactement les mêmes et la question des effets aussi est similaire. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a parlé tous en Fabiana, je ne retrouve pas ce que je voulais dire. Mince, perdu. Du coup, Fabiana, si tu peux nous dire comment, dans un territoire comme une métropole, peut-être commencer à nous décrire cette concertation et puis surtout les premiers outils qui ont pu s'en dégager. Je pense que tout le monde est déjà allé à Amiens. Tout le monde connaît Amiens ici. Oui. Du coup, Amiens, cette ville d'une taille moyenne, c'est ce qu'on dit. Tout est relatif. 180 000 habitants, si vous voulez, pour les 39 communes de la métropole réunies. Entre 130 et 140 000 pour la ville d'Amiens, où la densité s'installe. Une ville universitaire, la deuxième ville universitaire de France. Et pour nous, parce que là on est ensemble, on fait classe ici, je crois, pour nous des arts visuels, une ville du spectacle vivant, en fait. Une métropole qui a toujours aussi, métropole depuis les années 2000, l'année 2000, une métropole qui a toujours eu tendance à soutenir le secteur du spectacle vivant, avec un pôle national cirque et art de la rue très installé, beaucoup de compagnies de théâtre. Quand je parle de spectacle vivant, c'est vraiment le théâtre plutôt, et ça va jusqu'au cirque. Et les arts visuels étant toujours le parent pauvre de toutes ces esthétiques-là. Nous avons un FRAC, le FRAC Picardie, qui est en 2020-2021, quand on commence à imaginer cette concertation, schéma métropolitain des arts plastiques et visuels. Le FRAC Picardie était encore endormi en attendant l'arrivée d'un nouveau directeur. Le FRAC Picardie, les portes étaient fermées, avec une collection de dessins qui est l'une des plus importantes d'Europe, en fait. Le nouveau directeur, il arrive en juin 2020. Il s'appelle Pascal Neveu, il venait du FRAC PACA, le FRAC Sud, l'actuel FRAC Sud. Il venait avec tout ce bagage de FRAC PACA. En 2020, on avait un nouvel élu qui a été nommé à la culture et au patrimoine, un élu républicain. Toujours beaucoup, non seulement soutenu, mais aussi fait confiance.
On avait un directeur de la culture qui venait de la région Picardie avant la fusion des régions. Du coup, on était encore dans cette histoire aussi de la fusion des régions. Un directeur de la culture, mais qui est un homme assez intéressant, avec un vrai projet pour le développement de la culture d'Amiens, qui venait d'arriver aussi. Il est arrivé en 2018, Sébastien Auchard. Et on avait une équipe culture qui est constituée vraiment à ce moment-là, une équipe de la direction de l'action culturelle et du patrimoine qui est composée aujourd'hui de 22 personnes, qui a composé justement entre 2018 et 2020. Moi, je suis arrivée en janvier 2020, Covid en mars, mais je suis arrivée pour ce poste de chargé de projet avec la mission première qui était celle de mener un schéma métropolitain des arts plastiques et visuels. Et là, pour préparer mon entretien d'embauche, je cherche partout, je fais mon benchmark pour savoir où ce schéma avait été réalisé au niveau des métropoles de France. Et je n'avais rien trouvé, à part des schémas métropolitains dédiés à l'enseignement musical, à l'enseignement peut-être des arts visuels, mais pas du tout sectoriel, en fait. Du coup, j'arrive en entretien d'embauche, je pose la question, mais ce schéma, vous l'avez déjà préparé, la question de la méthode, elle est déjà là, vous vous inspirez des sauts d'avis qui sont en cours. Et là, j'entends, non Fabiana, tout est à faire, tout reste à faire, vous avez carte blanche. Je dis, vous êtes tombée sur la bonne et la mauvaise personne à la fois. Je venais d'une expérience professionnelle en tant que curatrice indépendante. Et j'étais, je pense aussi, recrutée parce que je portais toutes ces questions dans mon vécu et dans mes manières de faire. Et du coup, pour vous montrer un peu qu'il avait un contexte assez unique à Amiens à cette époque-là. Et pour vous dire aussi, c'est ce qu'on se disait, il faut le répéter, ce sont des histoires de contexte et ce sont des histoires de personnes qui rendent les choses possibles. Et de là, on peut sortir aussi la conclusion, là déjà, que tout reste très fragile, très fragile. Ces relations, elles restent très fragiles entre collectivité et le reste du monde. Et alors, pour vous dire qu'à l'époque, on avait aussi une nouvelle conservatrice qui arrivait au musée de Beaux-Arts d'Amiens, une jeune conservatrice qui avait 30 ans à l'époque, Maya Derien, qui était en charge des collections d'art moderne et contemporain du musée. Du coup, on avait un noyau qui s'est constitué très vite quand notre directeur il a dit on y va, on lance la concertation en 2021. On a fait en visio les premières réunions en visio. Et là, toujours, on s'est entouré, justement, on s'est entouré de Catherine Loineau, on s'est entouré du CAP, de la FRAP. On échangeait beaucoup, on s'est formé beaucoup auprès des instances qui pour nous étaient les instances légitimes, qui réunissaient justement artistes, auteurs, autrices, pouvant aussi nous permettre de partir des vrais enjeux. Et on se tournait aussi vers les acteurs du territoire Hauts-de-France, qui, en vue de la fusion des régions en 2015-2016, a constitué une instance qui s'appelle le CAP, qui a réuni les professionnels des divers secteurs qui ont revendiqué à ce moment-là, en vue de la fusion des régions, des meilleures conditions de travail. Et là, on avait le 50 degrés Nord, c'était notre réseau. Le CRAC, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Le CRAC, pardon. Le CRAC. Et les acronymes sont durs. Et du coup, le CRAC, alors du coup, composé de ces divers acteurs. On avait 50 degrés Nord à l'époque, toujours là, avec un changement de nom. 50 degrés Nord nous guidait d'une certaine manière aussi, avec beaucoup d'échanges, on travaillait avec. Et là, en 2018, 19, 20, lors de cette période de saut d'avis, le réseau local, alors, pour des raisons qui m'échappent aussi, toutes les raisons, pour une raison, je ne sais pas, raison financière, je ne sais pas, n'a pas mené un saut d'avis, nommé saut d'avis. Il y avait des situations de diagnostic qui étaient lancées par la région, mais pas des sauts d'avis. Mais on était tout le temps ensemble en train de discuter. Est-ce que je me prolonge? On peut revenir? Si tu veux. Oui. Fabiana, déjà, je suis vraiment désolée, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis Julie Desmith, je suis la déléguée générale de la FRAP. Tout à l'heure, je n'ai pas dit. Donc voilà, excusez-moi. Et je ne vraiment aucunement, peut-être j'en ai l'ambition, mais je ne me prétends pas remplacer Catherine Louineau. C'est
d'un autre endroit que je parle. Par rapport à ce que tu dis, c'est aussi la raison pour laquelle on a souhaité t'inviter, Fabiana. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es une curatrice qui est allée finalement s'impliquer dans une démarche du côté des collectivités territoriales pour les arts visuels. Et les personnes que tu as citées, et je pense que c'est quand même important, je ne sais pas si ça peut vraiment intervenir dans cette table ronde, mais le Saut-David dont je parlais tout à l'heure en Seine-Saint-Denis, c'était la frappe qui y était. Tu cites 525, à l'époque c'est Catherine Texier qui est à 525 et qui est présidente du CIPAC. Et là tu cites Pascal Neveu et c'était le président du CIPAC. Donc en fait toutes ces personnes sont bien sûr complètement des professionnels de l'art contemporain. La question ne se pose même pas, des arts plastiques ou des arts visuels. Mais ce sont aussi des gens qui sont très impliqués dans les avancées professionnelles du secteur en fait. Et c'est pas complètement des hasards. Je veux dire, il y a vraiment cette chose aussi. Je pense que ça touche au lien de ce matin en fait entre les collectivités, dont vraiment avoir à cœur d'améliorer sectoriellement les choses et pas entre guillemets uniquement les enjeux de création et de diffusion, mais bien d'amélioration des pratiques. Voilà. Enfin, pour l'instant, c'est tout. Tout à l'heure, je laisse la parole à Hélène, mais je citerai un exemple qui avait été développé pendant qu'on préparait cette table ronde par Catherine et qui va dans ce sens-là. Donc, il y a effectivement les personnes et aussi ces complémentarités, c'est un des points qu'on a identifié, ces complémentarités, qu'elles soient locales, régionales et jusqu'au national en fait. Hein. C'est ça en fait. Là, mais, puis moi c'est pas tant les personnes, c'est justement aussi leur implication dans des réseaux régionaux, des réseaux territoriaux, donc leur rôle et qu'ils le prennent. Alors là, je peux que vous inviter soit à rejoindre des réseaux d'artistes professionnels, là j'entends, ou des réseaux d'associations d'artistes, parce que c'est via ces réseaux que ces personnes vont finir par créer. Après du coup les outils comme l'évoquait Blaise que vous avez sur lequel tu reviendras, etc. Et un autre enjeu, je ne sais pas si on en parlera ce matin, mais on en parle quand même extrêmement fréquemment avec Cécile aussi, mais j'y reviendrai peut-être au moment du guide, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qui se passe dans toutes les régions, enfin nous, réseaux nationaux, nous au national, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, comment les réseaux régionaux et puis après de plus en plus localement peuvent bénéficier de nos apports nationaux et vice-versa, et ça c'est aussi un des gros enjeux du secteur dont on parle souvent avec Cécile. Excusez-moi. Juste avant de te donner la parole, Hélène, vous dire aussi que dans notre préparation de cet échange, évidemment, je pense que c'est important de le dire, même si on le sait tous, on décrit d'un côté une situation finalement où une structuration, je sais pas, c'est un peu chiant comme mot, mais je sais pas comment dire, se met en œuvre dans notre secteur et vraiment avance depuis au moins les 5 dernières années, un peu plus. En tout cas, il y a un mouvement qui commence à s'intensifier. Et dans ce même temps, nous sommes dans une chute générale des financements publics à tous les niveaux. Donc on ne va pas non plus se cacher derrière notre petit doigt. Donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on pense aussi tout ça, quoi. C'est-à-dire pas d'angélisme non plus sur la situation. Voilà, c'était vous rappeler que tout ça est aussi dans le fond, quoi. Peut-être Hélène, d'autant plus aussi avec ces éléments de contexte, est-ce que tu peux nous dire la manière justement dont vous mettez en œuvre cette feuille de route. Alors comment ça s'appelle, on devrait tous en fait connaître cette délibération parce que je pense qu'elle est unique, on n'en verra peut-être plus jamais passer, qui s'appelle en faveur des artistes auteurs. Ça c'est je vais dire tu l'as pas, peu importe. Soutien. Oui, c'est mesures de soutien à la création et aux artistes auteurs. Voilà. Ça, c'est le titre de la délibération. Alors d'abord, je voudrais dire que moi, j'avoue qu'une métropole qui s'engage comme ça sur ce sujet, ça me fait rêver. Je pense que les Bordelais doivent être aussi assez admiratifs. C'est rare, je crois, et qu'une métropole soit emparée de la compétence culture de cette façon et les développer de façon aussi structurée et notamment sur les arts visuels, j'avoue, je suis admirative, envieuse même.
Voilà. Et tout ça pour dire aussi, rebondir sur le fait que justement, au vu de cette raréfaction des moyens qui est réelle dans les collectivités, notamment du côté des départements, la coopération déjà au niveau institutionnel me paraît absolument essentielle. Avec les métropoles quand elles le peuvent, les villes-centres, les régions, l'État, qu'on soit ensemble autour de la table pour travailler ces sujets, c'est indispensable parce qu'il faut vraiment qu'ensemble on définisse les objectifs communs et qu'on s'y mette à plusieurs parce qu'on n'a pas les moyens de se disperser et d'essayer de soutenir des choses trop différentes. Alors ça veut dire aussi que la structuration est indispensable et qu'il faut des interlocuteurs face à ces puissances publiques pour vraiment guider l'action publique, je pense, et participer à la définition des politiques publiques. Alors, cette feuille de route qui est peut-être qu'elle est unique dans un département. Après, c'est pas non plus. Je pense qu'on peut toujours mieux faire, c'est sûr. Et surtout que voilà, on a été percuté là dans sa mise en œuvre par des coupes budgétaires importantes au niveau des départements. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, mais ils sont en difficulté, clairement. On va pas se cacher derrière son petit doigt. Comme tu dis. Après, nous, on l'a structuré en trois grands volets qui sont l'idée de conforter l'environnement et le parcours professionnel, soutenir l'activité des artistes-auteurs en développant des opportunités rémunératrices et promouvoir les bonnes pratiques professionnelles de rémunération et de respect du droit d'auteur. Trois aspects qui ne sont pas au même endroit. Je vais vous donner juste des petits exemples à l'intérieur de ces grands volets parce que je vais pas vous détailler la politique. C'est une délibération, vous pourrez y avoir accès. Je peux vous l'envoyer, c'est pas un souci. Mais juste donner quelques exemples peut-être un peu qui me semblent assez parlants. Alors sur le conforter l'environnement, le premier point, l'environnement et le parcours professionnel. Déjà, on s'est dit que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse à plusieurs, ce que je disais tout à l'heure. Et comme on travaille aussi avec la région, c'était au moment où ils mettaient en place le contrat de filière, on leur a demandé justement de pouvoir participer à ce contrat de filière, ce qui leur a posé quand même une problématique assez juridique, je dirais. Ils ne savaient pas comment nous y mettre, à quel niveau. Au début, on devait être signataire, comme voilà, en tant que département. Et puis, ils ont presque inventé cette notion, mais c'est vrai, de personne publique associée. Voilà, donc on signe en tant que personne publique associée. On est associé au contrat de filière, donc on suit les travaux du contrat de filière. On participe au comité de pilotage et aux orientations. Et on vient conforter à certains endroits quand on peut ce contrat de filière. C'est comme ça qu'on est venu participer au fonctionnement du réseau Astre notamment. Voilà, pour encore une fois être plutôt aux mêmes endroits pour les conforter parce que on trouve que c'est un endroit tellement fragile qu'il vaut mieux être à plusieurs et conforter les mêmes choses à peu près. On a un suivi fort et une veille sur notre volet subvention. On subventionne des associations, des collectifs d'artistes. Et là, on a une veille. Alors, l'idée était vraiment de conforter cet endroit, ce qu'on a commencé à faire. Et puis, alors là, on a été un peu coupé dans notre élan, je dois dire. Mais voilà, à cet endroit, l'idée, c'est de venir conforter là aussi, ce qu'on appelle, nous, des opérateurs un peu structurants. Paula peut en être un exemple, évidemment. Et là-dedans aussi, on a un dispositif qui s'appelle Place, qui est un dispositif financé par le FSE+, de professionnalisation des artistes. Là, ça s'adresse aux individus, aux artistes, et qui accompagne les artistes qui sont bénéficiaires de minima sociaux pour les aider à conforter, mieux construire leur projet professionnel. C'est un dispositif, je dirais, qui est complémentaire de celui de Paula, qui en a un autre qui s'appelle Orient Express, qui lui est vraiment qui vient après. Nous, on
prend les gens à un endroit de fragilité encore plus grand. Et on le travaille avec notre direction de l'insertion, c'est très partenarial. Voilà. Et là, ce dispositif n'est pas destiné uniquement aux plasticiens, aux arts visuels, mais on constate que c'est une majorité, c'est une typologie qui est majoritaire parce que c'est une typologie encore plus fragile que les artistes ou les techniciens du spectacle vivant, en raison notamment de l'absence du régime d'intermittence. Je passe au deuxième volet, soutenir les activités en développant des opportunités rémunératrices. C'est dans ce cadre-là qu'on a lancé à ce moment-là les 1% de notre plan collège, c'est-à-dire qu'on a la construction de nouveaux collèges qui a débuté déjà. Ce plan collège date de 2017, il a été vraiment mis en œuvre en 2020, je dirais. Mais ça veut dire qu'il y a de la construction d'une bonne dizaine de nouveaux collèges. Le 1% n'avait pas été activé. Donc on a travaillé pour vraiment le mettre en place. Alors on l'a mis en place après la construction de certains collèges. On a essayé d'en faire une force, c'est-à-dire que du coup on a mené un travail avec les usagers des collèges, avec les élèves, les enseignants, les équipes du collège, pour savoir comment était vécu ce collège et comment une œuvre pouvait venir apporter un plus. Alors, pour ne pas utiliser l'œuvre pour améliorer la vie du collège, ce serait un peu trop facile, mais en tout cas voir l'endroit où ce serait plus intéressant pour le collège que cette œuvre se déploie. On accompagne ça aussi d'une commande photo, vidéo pour documenter, et là aussi c'est l'idée que ça puisse faire travailler les artistes. Et on est en train de relancer une artothèque qu'on a, qui était en sommeil depuis bien longtemps. Et voilà, c'est un travail un peu de longue haleine, déjà de faire l'inventaire, de récollement, savoir où on en est. Mais l'idée, c'est de relancer vraiment cette artothèque et de relancer la commande à cet endroit-là. Je dois dire que là aussi, on est vraiment freiné. Et j'ai un exemple un peu douloureux, notamment pour certains artistes, de l'annulation d'une commande d'un 1%. L'annulation pure et simple, parce que le bâtiment lui-même est annulé. C'est-à-dire qu'on devait construire un bâtiment, et c'était très avancé, hein, la commande, un bâtiment pour Biblio-Gironde, notre BDP, notre bibliothèque de prêt. Et en fait, les problématiques budgétaires du département ont fait que ce bâtiment a été vraiment annulé, alors qu'on s'était bien avancé. Hein, et les artistes, les marchés étaient passés, les artistes étaient choisis, ils avaient même commencé à travailler. Et là, on a dû stopper en cours de route, avec la grande difficulté de ne pas pouvoir dédommager ces artistes. Donc c'est évidemment absolument contre-productif pour nous. Troisième volet, ouais, c'est compliqué. Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles de rémunération et de respect du droit d'auteur. Donc là, c'est utiliser nous-mêmes, essayer d'être exemplaire, utiliser nous-mêmes le référentiel donc de rémunération, notamment de Astre. Et ça, mine de rien, ça veut dire l'utiliser nous, on est convaincus, c'est pas trop un souci, mais arriver à convaincre tous nos collègues, il y a d'autres directions qui peuvent passer des commandes et arriver à les convaincre que c'est ce référentiel qu'il faut utiliser. C'est un travail de conviction. Et sensibiliser les partenaires publics à ça aussi. Je donne un exemple très simple, des associations sur le territoire qui nous demandent des subventions pour organiser un salon d'artistes. Non seulement ils ne rémunèrent pas, mais à qui ils demandent une participation financière. On leur dit non, on ne vous subventionnera pas et vos pratiques ne sont pas les bonnes. Et on essaie de leur expliquer. C'est pas toujours facile, mais c'est un travail permanent. Et aussi en interne, essayer d'expliquer ce que c'est que la situation des artistes-auteurs. Il n'y a pas longtemps, on a fait intervenir justement Catherine Louineau et Cécile auprès du personnel de nos services des marchés publics, des finances, pour leur expliquer la situation. Et quand on lance un marché sur ces matières-là, comment ça se passe pour ceux qui sont en face et qui doivent y répondre.
Donc, on a fait un webinaire, là, il n'y a pas longtemps, avec ces personnels-là, et on essaie de travailler à cette pédagogie-là. Voilà, je m'arrêterai peut-être là, avec ces quelques exemples, et juste dire qu'il y a une volonté certaine, mais que voilà, il y a des vents contraires qui sont réels et qui viennent nous freiner. Merci Hélène. Du coup, je reprends sur la question du référentiel pour en redire 2 mots et le remettre dans cette perspective des complémentarités. C'est Catherine, quand on préparait la table ronde, qui l'a, donc je reprends ses paroles. Elle prenait en fait l'exemple de l'histoire de ce référentiel pour la rémunération artistique. Alors du coup, je vous refais le lien. En gros, c'est le premier gros chantier que lance Astre. Donc c'est un chantier inscrit dans le premier contrat de filière. Travailler sur, alors c'était nommé charte au départ, qui est devenu quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Donc c'est un groupe, à peu près une vingtaine de personnes, donc membres de Astre, donc collectif d'artistes, lieux labellisés, petits lieux, grands, enfin voilà, avec en tout cas des lieux sur des activités et des niveaux économiques, je dirais, très divers et variés, qui ont discuté ensemble pour amener à la création de ce référentiel. Peut-être, et là il faut que je remonte justement dans l'ordre qu'indiquait Catherine quand on a parlé, en fait quand on est en train d'écrire le contrat de filière, on interroge en fait le CIPAC, la FRAP et le CAP, disant voilà, on a cette idée-là de travailler sur, alors à l'époque, une charte sur la rémunération artistique, mais on se demande si c'est utile, parce que nous, ça veut dire qu'on va le faire à un niveau régional, sachant que c'est des questions qui en fait ont une portée nationale et qui en fait au bout du compte devraient avoir une portée légale en fait. Est-ce que nous, on est vraiment bien au bon endroit pour travailler là-dessus? Et il nous conforte, nous incite même plutôt à dire, mais en fait, tout ce qui pourrait être fait, y compris régionalement, ne pourra faire que nourrir, nos actions et ce qu'on porte nationalement. Donc ça, c'est un premier effet comme ça déjà de ce lien-là. Donc on met ce travail sur la table, qui aboutit à la publication en mai 2020 donc de ce référentiel adossé avec une petite calculatrice en ligne. Donc de la même manière, comme tu le racontes Hélène, comment à un moment les collectivités s'en emparent pour en faire un outil qui conditionne des subventions publiques. Donc ça, c'est un premier effet comme ça déjà de ce lien-là. Donc on met ce travail sur la table, qui aboutit à la publication en mai 2020 donc de ce référentiel adossé avec une petite calculatrice en ligne. Donc de la même manière, comme tu le racontes Hélène, comment à un moment les collectivités s'en emparent pour en faire un outil qui conditionne des subventions publiques. La région l'indique également dans son règlement pour les arts visuels. Une autre collectivité, donc la communauté d'agglomération du Pays Basque, a adossé aussi ce référentiel sur, en fait, c'est un peu comme une aide à la diffusion, mais qui s'adresse aux artistes. Donc vraiment tout un plan de soutien au travail artistique. Je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment, voilà, qui utilise le référentiel comme moyen, en fait, comme levier pour vraiment transformer de manière forte et radicale. Et aujourd'hui, on en est pour refaire du lien aussi avec le national, le fait qu'aujourd'hui, au sein du CIPAC, on commence, en tout cas, il y a un groupe de travail qui commence à poser le fait, parce que d'autres référentiels ont été créés, ont été travaillés dans d'autres régions, de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, on ne commence pas à être mûr pour pouvoir penser un outil national qui, du coup, pareil, devient un levier de négociation avec l'État. Donc ça, c'était un exemple d'outil. Peut-être, Fabiana, si aussi tu peux aller sur cette entrée-là. Et peut-être, Julie, du coup, dans le flot de ces outils-là, comment le guide aussi
par une autre entrée, mais aussi un outil de structuration. Oui, alors du coup, pour poursuivre la question des outils, alors je reprends aussi notre histoire rapidement pour dire que la concertation à Amiens Métropole, elle a été menée pendant l'année 2021. Au début en visio, et puis après, on a eu la dernière réunion en présentiel. Nous avons eu 4 temps de concertation balisés par 5 temps de concertation balisés par des thématiques, des axes thématiques qui ont été identifiés en lien avec les spécificités de notre territoire. Alors, on avait la diffusion du travail artistique, on avait la question de l'éducation artistique et culturelle, la question de la médiation, alors éducation artistique et médiation parce qu'on est un territoire d'EAC à Amiens. Et suite à ça, justement, on a eu le schéma de l'EAC qui a été réalisé l'année suivante, en 2022. Nous avions aussi un axe, vraiment l'axe insertion professionnelle, professionnalisation, insertion professionnelle, puisque à Amiens, nous avons justement une fac d'art, l'Université de Picardie Jules Verne, avec une fac d'art, et une école supérieure d'art et de design. Et du coup, quoi faire de ces professionnels qui sortent de ces formations? Ils ne restent pas à Amiens, ils n'ont rien à faire à Amiens, ils ne restaient... Alors, il faut que je corrige quand même, ils restent un petit peu plus aujourd'hui, mais à l'époque, ils partaient direct. C'est ce que quelqu'un nous a appris comme terme, l'évasion des compétences. C'est noble, mais c'était le cas. Et ils partaient direct de l'université, ils n'avaient rien à faire, et de l'ESAD. Et du coup, cet axe-là, il était important pour nous aussi. Et voilà, ils ont ponctué un petit peu les temps de discussion et réflexion. Suite à ce temps de concertation, nous avons rédigé un document cadre parce que là, justement, l'enjeu, c'était aussi de garder le lien avec les élus, avec les instances politiques, avec laquelle on est censé, on a cette mission, nous, techniciens des collectivités, d'être en permanence à la pédagogie des élus. Quand on s'implique, on va travailler au quotidien à ça, à se réunir, à tenir informé l'élu, à vraiment proposer des temps de travail avec pour non seulement faire part de ce qu'on est en train de mener, mais aussi pour faire lobby et faire force. Et du coup, ce temps de pédagogie, il exige beaucoup d'énergie et il nous occupe beaucoup. Et là, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, suite à ça, on a rédigé le document cadre, le schéma métropolitain, qui a été voté en 2022 au Conseil métropolitain d'Amiens Métropole, très valorisé dans les discours de nos élus. Au bout d'un moment, on arrivait. Suite à ce travail parallèle aussi de pédagogie, il arrive au Conseil métropolitain et il explique ce document cadre qui va aussi déterminer de nouvelles manières de faire dans cette métropole, c'est-à-dire quand on examine les dossiers de demande de subvention, on a toujours des dossiers fantômes qui arrivent sur la table. Là, cette association, il va falloir la financer. Mais pourquoi? Et à ce montant-là, pourquoi? Parce que ça vient de là-haut et il faut le faire, on n'a pas de choix. Il y a des manières de faire qui sont là, je pense que c'est partagé ça, dans toutes les collectivités on a ça. Par contre, on a réussi à freiner quand même la vitesse et ce flux de projets qui tombent sur la table le jour de la réunion du comité d'experts. Les salons, justement, on avait 2 salons sur le territoire dits d'art contemporain, qui étaient des salons d'art contemporain, en effet, très soutenus par les maires des petites communes, mais c'était des salons qui demandaient 400 € parfois aux artistes de participation financière. Et là, on a arrêté de financer en disant, si vous continuez de travailler comme ça, on ne pourra plus vous financer. On est allé voir monsieur le maire pour expliquer. On a réussi, à l'aide de notre élu, aussi à faire comprendre qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Et on a rédigé une charte. À l'époque, c'était beau de dire charte aussi, très inspirée de la vôtre, très inspirée aussi du travail qui a été fait dans la région Grand Est, parce qu'il y avait une charte aussi de la région Grand Est qui était assez, pour nous, intéressante. Je pense qu'on s'est inspiré déjà des outils qui circulaient.
pour pouvoir rétablir aussi nos manières de faire. Et la question de la rémunération, elle a été la première à été abordée. C'était la première ligne de la charte et c'était aussi la première manière pour nous de revenir vers les acteurs, les centres culturels, les associations et surtout revenir vers les artistes, auteurs et autrices du territoire pour dire on ne travaille plus gracieusement à Amiens Métropole. On en fait moins peut-être, mais il va falloir pour certaines créer la ligne du budget, la ligne rémunération qui n'était jamais là. Pour les expositions, normalement, c'était gratuit à chaque fois, avec cette paye visibilité. Et pour nous-mêmes aussi, en tant que collectivité, on ne travaille plus sans payer les artistes. Et c'est une pédagogie qu'on amènera toujours, mais il est bien vrai que les exemples d'outils et de la mise en œuvre d'outils venant d'ailleurs nous aidaient aussi à légitimer ce qu'on était en train de proposer à nos politiques. Alors, suite à la concertation, et là j'évoque ça parce qu'ils sont là, Léa Trédé et Charlie Welcome, notre seul tiers-lieu local qui mobilise pas mal de collectifs d'artistes, pour la plupart issus du spectacle vivant, mais quand même quelques artistes, auteurs, plasticiens, plasticiennes, qui s'appelle La Briqueterie. Ils sont venus vers nous, ils ont participé au temps de concertation, ils sont venus vers nous et en nous proposant de porter un pôle ressources, parce que la question de la ressource professionnelle, elle a été pour nous une urgence, en fait, en lien avec tout ce que je vous dis aussi, parce que nous, on fait la pédagogie auprès des élus, mais on a besoin aussi que les artistes puissent aussi eux-mêmes se fédérer et se réunir et faire force, des associations aussi. Mais nous, on ne peut pas le faire, on est collectivité, on ne peut pas être à cette place-là. Et Léa Trédé, à l'époque, elle est venue vers nous, elle a dit, bon, la briqueterie, elle souhaite porter ce projet de pôle ressources, comment faire avec la collectivité. C'est là aussi que la coopération et un travail collégial avec les autres institutions, les collègues du département, mais surtout de la région de France. L'État, on le mobilise très peu, mais bon, ce sont d'autres questions, mais surtout avec la région, on s'est réunis avec la briqueterie autour de ce projet pôle ressources, préfiguration d'un pôle ressources, qui pour nous était vraiment, sans ce pôle ressources, on ne peut pas continuer. C'était un peu ça pour nous en interne. C'est pas gagné. Je pense que Léa et Charlie pourront apporter aussi leur contribution là tout à l'heure en nous parlant de ce projet. Mais nous, on s'est réunis avec le collègue de la région autour de ce projet, avec la structure, pour voir jusqu'où on pouvait accompagner déjà financièrement et aussi à la montée de compétences, ce qui était une demande aussi venant de la structure, puisqu'ils n'étaient pas formés pôle ressources pour les arts visuels. Il y avait déjà quelqu'un d'assez formé pour le spectacle vivant, pour la question des intermittents, etc. C'était une porte d'entrée. Mais pour les arts visuels, il fallait cette montée en compétences. C'est pour ça, je dis qu'on a fait appel à la FRAP. C'était la première initiative qu'on a prise autour du projet pôle ressources briqueterie. Il est en cours. On a avancé, on a eu des situations qui nous ont freinés, des situations personnelles des uns, des unes, des autres, mais aussi des questions vraiment aussi financières, parce qu'il faut pouvoir accompagner tout ça. Il faut continuer de faire la pédagogie et de compléter l'aide qu'on donne déjà au fonctionnement de la structure briqueterie par des aides aux projets qui vont permettre un pôle ressources, un pôle art visuel de se constituer au sein de cette structure. Ce pôle ressources, il est aussi mené par un bénévole. Et il y a ça qui est très compliqué pour nous. On ne souhaite pas que ça perdure, et ça perdure déjà, ça fait déjà au moins 2 ans que ce bénévole il est là. Voilà, ce sont des questions qui pour nous, là, Hélène, c'est super, c'est vraiment génial et je vous félicite aussi au département d'avoir eu cette opportunité unique de le faire. Mais une fois la chose avancée, ça revient, tous les obstacles retombent et notamment avec justement des questions financières qui nous reviennent à chaque fois et des réductions de budget, ces annonces-là aussi. Je vous laisse... Pour te donner la parole, Julie, effectivement, c'est aussi un sujet là qui revient en creux, qui est celui de justement
diffuser et permettre une meilleure connaissance et compréhension en fait de notre secteur qui reste quelque chose auquel on doit s'atteler un petit peu chaque jour en fait. Et donc le guide de la frappe est un des outils mobilisables dans ce travail de longue haleine. Tout à fait. Je vais même faire un petit détour avant, et même un petit détour encore avant, puisque je quid pour rebondir sur ce que tu viens de dire et sur le fait